Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider. Le 8 juin, il est 15h19, Vincent Gann pour vous retrouver. On va parler brièvement, c'est parce que finalement on a déjà tout dit, mais on va en assurer le suivi parce que des choses se sont bien passées depuis 48 heures sur les rares stratégies, sur des actifs qui sont pas encore, qui sont pas en range, hein, parce que là, ça commence, tout le monde se met dans la catégorie range avant le Brexit. Les indices européens, euh, beaucoup de paires de devises, le GBP, logiquement. Et peut-être qu'au fond, il faut se tourner vers les matières premières pour avoir encore un peu de directionnel ou sur la vente du dollar américain à court terme. C'est pas une vente de moyen terme, c'est simplement un retour à la case départ comme au Monopoly. On monte en mai, et bien en juin on revient tout en bas. On a déjà fait les deux tiers du chemin, donc notamment la UD/USD. On a fait 74,80, je visais 75, on y est presque. Eurodoll, je pense qu'on peut encore faire un 14, un 14,50, donc voilà, ça suit son cours. J'aime bien ce genre de semaines, c'est des semaines d'analyse technique, il n'y a pas des fondamentaux qui viennent nous bouleverser la donne. Et donc je trouve que elles sont propices à ceux qui aiment les charts, et c'est la politique de la maison DailyFX d'aimer les charts. Les charts. Alors vous en avez d'ailleurs un sous les yeux, qui est celui du dollar US selon FXM, mais on va mettre celui, voilà, donc la côte à côte, je mets, vous avez eu l'avertissement sur les risques à l'instant, hein, donc j'espère que vous l'avez bien lu. Donc côte à côte, je mets sur le même horizon de temps, donc ce sont les bougies japonaises hebdomadaires, je pense que vous m'entendez, le US Dollar Currency Index des salles de marché, des gérants, des instits, bref des pros, le DXY, et celui d'FXM, qui est aussi suivi par quelques pros, hein, faut pas croire, mais ce qui compte c'est que ces deux marchés convergent dans leur analyse technique, et il n'y a pas photo, cette semaine c'est baissier pour le dollar US. Quel objectif? Écoutez, ce que je vous invite à faire, c'est reprendre le point bas en clôture du mois de mai, et c'est le viser. Donc en gros, sur l'US Dollar Currency Index, ça fait 93. On est à 93,60 là, donc voilà, on va revenir en bas. Et quand on sera ici, par contre, je pense qu'il faudra prendre ses bénéfices sur vos achats d'euro-dollar, sur vos achats d'or, sur vos achats d'AUD-USD, sachant qu'on a déjà presque fait toutes les targets de court terme que je vous avais proposé et que même DailyFX vous a proposé. Hein, on était en ligne en début de semaine. Mais c'est pas fini, donc on va encore en profiter. Alors, avant tout, donc vous avez tous reçu un email, pour la plupart si vous êtes client chez FXM. Si tous les marchés se mettent en range, c'est pour une bonne raison, le référendum au Royaume-Uni le 23 juin. Et forcément, donc la prudence veut que un certain nombre de caractéristiques de produits de marché changent. Vous êtes averti par email. Si vous n'avez pas reçu l'email et que vous êtes client chez FXM, contactez-nous le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui change? À partir du 10 juin, 10 juin c'est dans 2 jours, hein, les paires en GBP et Lucasson, CFD Lucasson, auront une augmentation de marge. Donc, pour un compte en euros sur Lucasson, on passe de 8,50 € à 34 € de marge le 10 juin et à 85 € le 17 juin. Il y a une chose hyper importante. Ces augmentations de marge concernent les positions ouvertes. D'accord? Donc attention, à un moment ou à un autre, vous pouvez avoir une marge utilisée qui est en accord avec ce que demande votre intermédiaire, donc entre autres ici FXM. Mais les augmentations de marge, lorsqu'elles vont se faire comme ça d'un coup, c'est pas certain qu'à ce moment-là, les exigences en marge soient respectées. Et ce qui mène à l'appel de marge. D'accord? Donc je vous fais pas un dessin. La marge sur Lucasson va être multipliée d'abord par 4, puis au total par 10. Bon, c'est logique, hein, c'est la bourse de Londres, mais en même temps, qui a envie de griller ses ailes et son compte de trading sur un scénario volatile, sur un marché action britannique. Et en tout cas, voilà. Le DAX passera le 17 juin à 16 € de marge. À partir du 17 juin, il y aura une augmentation de marge pour les paires en GBP et en euros. Donc, voilà. Soyez au fait de tout ça, soyez au fait, pardon, de tous ces éléments-là. Faites attention à la marge utilisée, d'accord? Surtout à partir du 10 juin, sur les paires en GBP et Lucasson. Si vous n'avez pas reçu l'email ou s'il est dans vos spams, si vous avez une boîte Gmail par exemple, regardez la boîte, la sous-boîte promotion. C'est possible que l'email soit logé à l'intérieur. Si vous n'avez pas reçu l'email, vous nous appelez, on vous le renvoie. Voilà. Donc ça me paraissait important de commencer comme ça. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant on va revenir à nos moutons et ce qui est peut-être encore à peu près décorrélé. Donc finalement si je recherche du décorrélé, c'est pour éviter le risque. Le dollar US baisse. Je suis pas très agressif dans mes objectifs baissiers, c'est un retour à la case départ.
juin 2016 efface mai 2016. Pourquoi? Parce que la macro de juin 2016 efface la macro de mai 2016. Les règles du jeu sont fixées par la Réserve fédérale, elle se dit data dependent, donc elle ajuste ses perspectives monétaires selon la macro. Le marché, lui, il surajuste, est beaucoup plus agressif que la Fed. C'est ce que montre d'ailleurs la façon dont se positionnent les traders sur les contrats futurs à Chicago, négociés sur le taux d'intérêt des fonds de la Fed, justement. Donc, il ne faut pas se mettre en face de ça. Cette semaine, c'est baissier. Alors, je vous ai proposé, je reviens en priorité dessus, 3 stratégies qui sont presque atteintes pour la plupart. Sans me vanter, hein, mais bon, parfois quand il y a une erreur, je reconnais aussi. Bref, la UD-USD pour viser 0,75, le marché a fait 74,79, donc ça suit son cours. Alors le pullback, on l'a pas, c'est vrai. On a un rounding bottom, on a même MM20H4 qui fait elle-même une belle formation arrondie. C'est propre. D'un point de vue purement technique, c'est vraiment propre. Et au final, c'est vrai que je pourrais être beaucoup plus ambitieux. Pourquoi pas du 75-50? Et au fond, on ira peut-être à 75-50 sur la UD-USD. Non, parce que dans la UD-USD, il n'y a pas que le USD, il y a la UD, il y a eu le statu quo de la RBA. Attention ce soir à la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, a priori elle baisserait pas ses taux, mais le consensus était différent lundi, sauf qu'entre temps il y a eu le statu quo de la RBA, donc je sais pas, le consensus a changé. Mais si le premier consensus avait raison et que le dollar néo-zélandais devait chuter, j'observe ça à chaque fois, même si la UD n'est pas concernée directement, il y a la Corel, il y a moins de liquidité, il n'y en a presque pas à 23h heure de Paris, il y aura un impact. Si le NZD perd 100 points ce soir, la UD en perdra 50. Peu près. Si le NZD explose à la hausse ce soir, avec un statu quo, la UD s'envole à 75,50, 76. Mais voilà, c'est une chance sur deux. D'ailleurs, comme souvent les banques centrales ces derniers temps. Et on ne joue pas un scénario de swing trading sur d'une chance sur deux. Donc en l'état, si vous avez été long du NZD USD, parce que l'analyse technique permettait de l'acheter hier, le NZD USD, bah voilà, 0,70 on y est. C'était la cible que je vous ai proposée, donc pour ma part. Si j'étais long NZD-USD, je prendrais mes bénéfices tranquillement. Et à 23h ce soir, je ne serais pas du tout exposé au dollar néo-zélandais. Alors après, si on va plus haut, qu'on casse des résistances et qu'il y a un statu quo, il sera toujours temps de se positionner sur mouvement de retour. La UD-USD, j'ai toujours confiance dans sa capacité d'aller précisément chercher 75,00, voire 75,49. C'est la stratégie de la semaine avec l'euro-dollar et l'once d'or. Donc on va parler de l'euro-dollar. L'euro-dollar, ça y est, 1,14, ça y est, on y est. Donc ouais, ça va plus vite que ce que je pensais. On peut probablement prolonger en direction des 1,1450. Voilà, je vois déjà des questions d'un certain nombre d'auditeurs qui sont à l'achat sur la UD qui me demandent qu'est-ce qu'on fait. Je vais y répondre juste après. Donc l'eurodoll a pris appui à proximité de la MM20H4, c'est ce que j'envisageais, je l'aime beaucoup cette MM20H4. Prise d'appui en début d'après-midi à environ 10 pips de contact. On fait des nouveaux tops. Allez, 1,14, on va bien faire 1,1450 cette semaine. Vous savez, 1,1450, ça correspond à un retour du dollar US sur ses plus bas du mois de mai. Et après, moi, j'ai pas plus de visibilité. 1,1450, c'est un gros niveau technique, on peut le viser. Personnellement, si j'étais à l'achat, ce qui n'est pas le cas, sur l'euro-dollar, à 1,1293, à 1,1450, je prends un bénéfice. L'environnement FX 2016, c'est pas celui de 2014, pas celui de 2015. Lorsqu'on a 150-200 points de gain, c'est bien désécurisé ou désencaissé partiellement, etc. On n'est plus, c'est même encore l'année dernière, on avait des mouvements de plusieurs milliers de pips sur des paires en 4, sur des paires en yens. Cette année, les paires en yens sont en range parce qu'elles sont complètement neutralisées par à la fois l'aversion au risque et la BOJ qui à tout moment peut nous sortir quelque chose d'inédit de son chapeau d'instrument monétaire comme la monnaie hélicoptère. Si elle nous envoie ça, ça va exploser à la hausse les paires en yens. Donc, en même temps, si elle fait rien et que la volatilité augmente, s'il y a un Brexit, les paires en yens s'effondrent. Ça fait beaucoup de si, et quand ça fait beaucoup de si, personnellement, mieux vaut être spectateur comme au cinéma. Donc, soyez prudents. Cette semaine, malgré tout, il n'y a pas de gros fondamentaux, donc faites confiance à l'analyse technique. Le bémol, c'est simplement ce soir à 23h la RBNZ. Si franchement il n'y avait pas eu les RBNZ ce soir, j'aurais été hyper confiant sur le plan technique et jusqu'à vendredi. Là, ça me gêne un peu cette RBNZ. C'est bien dommage qu'elle ait maintenu sa décision de politique monétaire. Si elle avait déprogrammé, on aurait été un peu plus serein. Mais en tout cas, euro-dollar toujours haussier, AUD-USD aussi. Voilà. Donc,
Le point commun de toutes ces stratégies, c'est l'échec du dollar US à franchir cette oblique baissière, couvert par des moyennes mobiles, ça retombe. Alors l'économie US, c'est un peu comme la Fed, hein, ça devient hyper versatile. Euh, et la versatilité de la part d'une banque centrale, ça n'aide pas sa crédibilité à terme. En janvier, en février, en mars, on parle de récession de l'économie US. En mai, tout change. Les stats reviennent en force. On se dit second trimestre, c'est reparti. Comme en 14, l'économie US reprend le lead. Et il a fallu attendre la publication du rapport NFP début juin pour qu'on revienne sur cette thématique de la récession US. Attention, hein, la récession US, c'est pas un taux de croissance économique négatif. Euh, L'économie américaine, hein, c'est pas la vieille Europe. Donc c'est simplement qu'on va à un rythme de croissance qui est moins élevé, qu'il n'est pas suffisamment pour que la Fed monte ses taux. Donc voilà. Donc là, le dollar US, je pense qu'il va revenir sur ses plus bas du mois de mai. Après, ça peut tenir, hein. Ça peut parfaitement tenir parce que c'est quand même un range qui existe depuis un certain temps sur le dollar US. Qu'est-ce qui ferait que le dollar US pulvérise son support majeur? La réponse, elle est la suivante. Si le rapport NFP, il sera publié, je vais déjà vous donner la date, notez-la, elle sera majeure celle-ci. Le rapport NFP du vendredi 1er juillet. Oui, c'est ça. Si il est mauvais, c'est fini pour le dollar US. Là, pour le coup, ça fera 2 rapports NFP consécutifs décevants. Il y aura une vraie inquiétude sur la capacité de l'économie US à créer des emplois, alors que l'inflation n'est toujours pas à l'objectif de la Fed. Là, pour le coup, oubliez le scénario d'une hausse de taux cette année. Donc, on sera fixé vendredi 1er juillet. Ce qui me plaît par rapport à cette date, c'est qu'on sera après le référendum britannique. Bon, moi je suis toujours en faveur enfin en faveur, je pense toujours que ce sera le scénario d'un Remain. Alors d'ailleurs, juste à ce sujet, donc vous savez que le dernier vendredi de chaque mois, on organise des conférences en ligne. Hasard du calendrier, la prochaine c'est le vendredi 24 juin. Le référendum britannique c'est le jeudi 23 juin. Ce qu'on vous propose vendredi 24 juin entre 9h et 11h, c'est 2 heures de débriefing sur les résultats. Alors c'est pas simplement vous donner les résultats parce que vous allez tous avoir ces résultats, mais c'est donc Olivier Forgue de Forgue Gestion qui va en déduire donc déjà selon le résultat final et puis peut-être aussi selon la dispersion, la répartition des pourcentages selon les camps. Quelles sont ses visions d'investissement sur les actifs britanniques? Voilà, parce qu'il y a aussi un thème qui commence à naître, c'est que s'il y a un Remain, ça fait des mois que le marché est stressé, que probablement les investisseurs se sont un peu détournés des actifs anglais, donc les actions anglaises, l'indice boursier anglais, la livre sterling, et finalement, s'il y avait un Remain, bon, quelle est la fair value du GBP? Parce qu'une fois cette incertitude politique levée, on revient aux fondamentaux classiques. L'euro, à peu près, représente les fondamentaux de la zone euro et la divergence de politique monétaire. Mais actuellement, la livre sterling, elle est probablement très éloignée de ses fondamentaux parce qu'elle est engluée dans cette incertitude politique. Mais lorsqu'on en sera sorti, il va lui falloir quelques séances pour parfaitement se recoller aux fondamentaux de l'économie britannique, aux fondamentaux de la Banque d'Angleterre. Et c'est pour ça que cet expert viendra vous dire son point de vue sur ce sujet. Donc, ce sera au petit matin à 9h, lorsque le marché ne parlera que de ça. Parenthèse refermée, je vous mets le lien vers le programme de la prochaine conférence en ligne, où vous allez retrouver comme d'habitude la nouvelle thématique marché boursier et histoire avec un grand H. Cette fois-ci ce sera sur Lehman Brothers, les raisons de la chute d'un empire financier. Sylvain, sur le day trading et le scalping du DAX et du GR30, ce sera le point de marché de la conférence, ce sera le seul. Un invité exceptionnel, Raphaël Gallardo de Natexis Asset Management. Je vous invite à regarder qui est Raphaël Gallardo, un chef économiste de plusieurs grosses sociétés. C'est l'étoile montante chez NAM. Il sera notre invité pendant 2 heures. Donc on a encore tenté de vous faire un programme assez sérieux. Ok, donc voilà pour ces éléments-là. Je me mets en intraday. Je vais regarder vos questions sur le FX pour commencer. Alors, c'est parti. Alors moi je ne sais pas du tout ce que va faire les RBNZ ce soir. Déjà j'aime pas du tout voir un consensus évoluer en l'espace de 48 heures. Donc le marché ne sait pas ce qu'il veut.
Alors, question de JS. Combien conservez-vous de marge sur votre compte? Moi j'ai vu des descendre jusqu'à 90%, j'ai un compte à... je pourrais pas vous répondre par rapport à cette question qui est hyper précise parce que j'ai pas le même type de compte. Le problème c'est que pour répondre à cette question, il faudrait qu'on ait une taille de capital similaire. Bon, moi j'ai été transparent sur mon compte réel il y a un mois dans la conférence en ligne et j'ai pas du tout ce type de capital. C'est une question que vous pouvez poser à nos équipes par contre. Alors, question de Crapulus. Faut-il prendre ses bénéfices sur les achats AUD USD? Alors, si j'avais que l'analyse technique, moi je vous dirais non. C'est beau, c'est propre, c'est haussier, c'est prix, c'est momentum. Tout est au vert, techniquement parlant. Moi j'ai envie d'être plus ambitieux, de viser 75-49. La seule chose qui m'embête, c'est la RBNZ et l'impact que cela peut avoir sur la RBA. J'ai vu ça à chaque fois. Si elle baisse ses taux, la RBNZ, l'AUD souffrira aussi, mais de manière transitoire. Si par contre il y a le statu quo de la RBNZ, alors là, ça s'envole et on fera tous les objectifs. Face à cette incertitude et face à votre question, dois-je couper mon long AUD-USD? Vous me demandez, encaisser la moitié et stop 0 sur le solde. Ça baisse, vous avez encaissé la moitié, vous sortez à 0 sur le solde, pas de regret. Ça monte, vous avez encaissé la moitié et le solde vous permet de profiter de la hausse additionnelle suite à ce qui pourrait être un statu quo monétaire. Donc dans ces cas-là, il y aura 0 regret. Par contre, vous gardez tout, il y a le risque de tout perdre au cours d'entrée. Mais bien sûr, si ça monte, mais bon, on ne sait jamais. Donc c'est comme ça aussi qu'on gère une position de trading. Alors, moi, je vous invite à faire ça. Alors, des questions sur le DAX, on va aller voir ça. Alors lorsque je parle des paires en yens, je parle en effet des taux de change ayant le JPY en contrepartie. USD yen, euro yen, GBP yen, NZD yen, AUD yen, CAD yen. Voilà. Le montant des rollovers indiqués. Alors, SVP. Alors, JS, vous me posez beaucoup de questions sur les rollovers, la modification des marges et la taille du compte de trading. Comme c'est des questions qui concernent directement votre compte de trading, contactez nos équipes, vous aurez une réponse beaucoup plus affûtée et puis surtout beaucoup plus personnelle que dans cette émission où nous sommes nombreux. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, NZD USD, c'est parti. Alors, j'imagine que si vous me posez cette question, vous êtes à l'achat. Ça tombe bien, ça monte. Il est probable qu'avant la Banque centrale, le marché monte encore. 70, 50 dollars. Moi, si j'avais un long NZD-USD, je prendrais mes bénéfices sérieusement sur 70, 50. Au moins partiellement. Après, forcément que le statu quo peut clairement permettre une cassure haussière. Mais je dirais que l'expérience chartiste que j'ai du kiwi dollar, les breakouts, donc les cassures de résistance, à chaque fois que j'ai cru que c'était un signal d'achat pour s'envoler verticalement, c'était le point haut. Et à chaque fois que le NZD-USD a cassé un support, c'était à peu de choses près le point bas. Bref, ça signifie que c'est un taux de change qui n'est pas adapté aux stratégies de cassure, mais plutôt aux stratégies directionnelles et en termes de tactique de trading à attraper sur retracement. Donc voilà, on est presque à une cible technique qui a déjà fait la UD-USD, qui a presque fini de faire l'euro-dollar. Bon, on est bien, on est serein. Après, voilà, bien sûr que ce n'est pas des centaines de pips, on est sur quelques dizaines, mais c'est ce que permet d'attraper cette semaine l'analyse technique. Alors, question de Sophie sur l'AUD-NZD, ben, c'est une bonne question, et on va aller regarder tout de suite. Il est où? Alors, décidément, parfois, je perds mes charts, mais il faut que j'ai... Alors, il est où? La UDNZD, il est là, c'est parti. Alors la UDNZD, tout le monde s'y intéresse parce qu'on voit une énorme épaule tête épaule inversée, mais ça peut être actif dans très longtemps. On n'y est pas encore, c'est un range. Actuellement, la UDNZD, pour résumer, hein, c'est un range entre 1,05 et 1,15. Ça retombe à court terme, là, on stabilise là-dessus. Pour ce soir, il y a deux cas de figure sur la UDNZD. Alors que je vous invite à absolument pas trader à 23 h.
Pour quelle raison? D'une part, alors parce que déjà il y aura beaucoup moins de volume sur les deux devises. C'est une paire croisée, hein. Alors j'imagine, vous devez savoir ce que c'est qu'une paire croisée. C'est-à-dire qu'elle, c'est pas qu'elle n'a pas une existence propre, et sa cotation dérive d'une fraction de fraction, hein, AUD-USD sur NZD-USD, ça vous donne de l'AUD-NZD, c'est le principe d'une paire croisée. Les 2 dollars des antipodes cotent face au dollar, mais ne cotent pas face à eux directement. Donc, si ce soir, il y a un statu quo, le NZD-USD s'enflamme, l'AUD-NZD casse son support. S'il y a une baisse des taux, l'AUD-USD rebondit violemment à la hausse sur 1,05. Étant donné que c'est du 50-50, j'ai rien à vous proposer sur ce taux de change. Mais il faut quand même admettre qu'on est sur un seuil technique important. À part ça, je peux malheureusement pas vous donner d'autres informations sur ce sujet. Voilà donc pour les taux de change. USD4 baissier, le pétrole ne lâche rien. Attention cet après-midi au stock de pétrole. L'USD efface tous ses gains du mois de mai. Regardez là, vous avez toute la hausse de l'USD4 en mai. Et là, on efface tout. Mais parce que les fondamentaux se sont parfaitement neutralisés. Donc là, il n'y a pas de hasard. Et comme cette semaine, il n'y a pas de fondamentaux majeurs, on est dans le sillage de ceux de la semaine dernière. Et ça, c'est vraiment bien pour des tactiques de trading basées sur les purs graphiques. Alors, voilà, ça c'était pour les taux de change. On va regarder maintenant les indices boursiers américains. Le temps que ça charge. Alors, c'est parti. Alors le prix du Bund est en train de se replier un peu plus fortement. Je me demande, il n'y a pas, je me tourne vers une équipe. Voilà, le CFD expire quand? Donc là c'est le nouveau contrat. Là c'est le nouveau contrat ou c'est ce soir? Je m'assure juste de la date d'expiration du contrat. Ok, donc sur le Bund vous avez un nouveau contrat. Sûr et certain. Ok, d'accord. Super, merci. Donc nouveau contrat sur le Bund. Alors attention parce que ça peut être volatile à court terme ce contrat. Je vais vous donner en temps réel le rendement obligataire de l'Allemagne à 10 ans. 0,068. On a fait un plus bas à 0,033. Il y a une réaction haussière. On a doublé depuis ce matin, on vaut 0,06 sur le rendement obligataire. À l'époque, la dernière fois que le Bund s'était approché de 0, voilà l'impact que ça avait eu sur le contrat. Il avait chuté. Le prix, je parle du prix. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, j'en ai pas confirmé, j'ai pas la certitude, mais techniquement parlant, si on avait ce type de clôture, on reviendra à 163. En plus, on a une cassure haussière, peut-être qu'on invaliderait. Donc, bon, c'est ça qui est assez. Voilà. Donc, voilà. Alors, je reprends. Le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx 50, rien de nouveau depuis ce matin. Et a priori, ne vous attendez à rien de nouveau jusqu'à jeudi dans 2 semaines. Ce sont des ranges trading partout, des triangles. L'Eurostoxx 50, le leader, vous le montre. Regardez un peu comment se comportent les marchés. L'Eurostoxx 50 fait rien. Le S&P 500 est au plus haut. 2117, ça y est, nouveau sommet du S&P 500 depuis le mois de février. Nouveau sommet du Dow qui rattaque 18 000 points. On y est, 18 000 points. Alors il y a deux choses qui avantagent les marchés actions US. Déjà toute la macro, sans sourciller. La Fed, la baisse du dollar américain. Et puis, en partant du principe que les investisseurs internationaux dans leur allocation en termes de flux en juin s'écartent de tout ce qui s'approche du Royaume-Uni, de la zone euro, bon, bah, ils vont vers d'autres pays développés et c'est les US. Donc, clairement, j'éviterais de shorter un indice américain. Par contre, on peut toujours trouver des points de vente sur les indices européens, mais sous résistance et en intraday. Parce qu'au final, en swing, ce sont des ranges. Alors, en partant du principe que le dollar américain efface tous ses gains du mois de mai, il est possible que le Dow Jones, on peut viser peut-être 18 100, éventuellement 18 100, mais bon, c'est difficile d'acheter au niveau actuel des cours, alors qu'on n'est pas du tout sur support. Donc je m'adresse davantage à ceux qui sont dans la tendance éventuellement. Où se trouve le sommet historique du S&P 500? Il se trouve exactement
vous le cherchez, à 2137. Ok, 2137, donc ça peut y aller. On peut faire 2137 petit à petit, comme le S&P 500 le fait ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est pas une hausse fantastique en termes de momentum, mais c'est, moi j'appelle ça une hausse avec des sommets marginaux. Chaque jour, on grappille quelques points jusqu'à nous mener au sommet historique. Alors, est-ce que derrière le S&P 500 franchira les sommets historiques? Ça, j'en suis absolument pas certain. C'est un range depuis 2 ans, même 3, entre 1008 et 2140. Y a-t-il une raison de franchir les 2140? Alors, quelle raison on pourrait voir au S&P 500 éventuellement de tenter d'aller un peu plus haut? Ça peut être la remontée du pétrole, parce qu'on sait qu'autour de 50-60 $, ça remet quand même à flot une partie du secteur aux États-Unis. Ça peut être l'euphorie qui suivrait le Brimane, si Brimane il y a, mais c'est pas certain ça. Ça peut être la chute du dollar US, qui donne un avantage comparatif aux grosses capitalisations américaines, donc on retrouve dans le dos. Mais il peut aussi rien se passer, c'est un gros seuil technique. En février dernier, les traders aux États-Unis ont acheté le support majeur du S&P 500. Ils peuvent parfaitement prendre tous leurs bénéfices sur les sommets historiques. De toute façon, on n'achète pas une résistance historique. Donc préparez-vous tout de même, si vous êtes long des indices boursiers américains, à envisager dans cette zone de prix de prendre des bénéfices. En Europe, l'Eurostoxx 50 vous le montre ici, il n'y a vraiment rien à faire en swing. Par contre, il y a toujours des choses à faire en intraday, donc c'est ce qu'on va regarder sur le GR30. Vous avez ici les bougies horaires du DAX. Même lui, bon, j'ai envie de dire, cette semaine, il a fait une jambe de hausse. Il a tapé le haut du range. Il retrace un peu. Vous avez ici en horaire MM20, MM50. Éventuellement, ce qui m'intéresserait, c'est la ligne de tendance haussière qui attrape le plus bas du 3 juin et le plus bas du 6. À part ça, je vois pas grand chose de fantastique. Et un premier support aux alentours des 10 200. Mais c'est plus ou moins tout en l'état ici sur le GR30. Alors, je reviens sur vos questions. Alors, hop, 2137. Les sommets historiques du S&P 500 nous rappellent Brown Teddy. En effet, c'est ce que je viens de montrer. Donc voilà, on y est. Nous y sommes. Alors, hop, on repasse sur le FX. Donc voilà, bah écoutez, je vois pas d'autres questions. Donc euro-dollar, aller chercher un 14,50, c'est crédible. AUD-USD 75,50, c'est crédible. Attention à l'RBNZ. Et l'once d'or, je vise toujours 1256. Alors, je vais regarder l'once d'or et puis on s'arrêtera là. Et eh bien, on est largement dessus. 1261, dis donc, ça a explosé à la hausse depuis le morning meeting. Alors ça, c'est vraiment fort. Et de toute façon, en juin, l'once d'or a toutes les bonnes raisons de monter. Le dollar US, et d'ici le 23 juin, si les flux ne vont pas vers les actions européennes, ne vont pas vers les actions US parce qu'elles sont tout en haut, où peuvent aller les flux? Ils peuvent aller nulle part, ou ils peuvent aller sur l'or. 1260, c'était un objectif technique. Si vous avez payé l'or hier sur support, vous êtes sur une oblique de résistance, prenez des bénéfices. Mais c'est quand même un marché qui relance bien. Et c'est possible qu'au fond, parmi tous les actifs financiers, ce soit encore à peu près là où on peut avoir du directionnel sur plusieurs semaines. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, on est sur un objectif technique. Cette oblique de résistance, si vous êtes long, prenez vos gains partiellement. Stop 0 sur le solde et laissez le marché vivre. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, merci d'avoir été attentif, et je vous laisse donc entre les mains du point de marché Vague d'Elliott. Merci à tous.